Voilà, c'est parti. Donc, bonjour Madame Docteur Edith Perrault. C'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Vous faites partie de ceux qui m'ont fait avancer dans ma pratique professionnelle au travers vos différents ouvrages. Et c'était important pour moi de pouvoir vous inviter sur cette interview et dans la mise en place de ce que je suis en train de faire dans la prise en charge du stress et des émotions. Le but de cette interview est de faire plus ample connaissance avec vous, de voir les charges émotionnelles que vous avez pu vivre et de pouvoir peut-être faire un focus de manière dont vous avez pu aborder, gérer ces stress et ces émotions inconfortables tout au long de votre parcours. Je vous remercie beaucoup Merci d'avoir accepté, c'est pour moi un grand plaisir. Pour vous présenter, donc vous êtes coach thérapeute, intervenante en prévention des risques professionnels, hypnothérapeute et cognitivo-comportementaliste, consultante senior associée à la société Coévolution depuis 2008. Vous avez été médecin des armées et vous avez développé la méthode TOP, des techniques d'optimisation du potentiel. Vous êtes également sophrologue et auteur de plusieurs ouvrages. On peut vous retrouver sur une page Link, on peut vous retrouver également sur le site Coévolution, et puis peut-être une page Facebook professionnelle. Non, on est juste sur LinkedIn et puis on a une chaîne YouTube aussi. Et sur une chaîne YouTube, d'accord, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette courte présentation? Non, si ce n'est que donc quand j'étais médecin militaire, j'étais médecin du sport et de l'aéronautique et c'est en tant que médecin du sport, d'ailleurs j'ai exercé après l'armée en médecine du sport, que j'ai été amenée à développer cette méthode de préparation mentale. En fait. Ok, d'accord. Alors la première question en fait qui vient, c'est comment vient l'idée d'associer différentes techniques de préparation mentale, de relaxation, de sophrologie pour former une entité de techniques d'optimisation des potentiels? Alors, C'est né. c'est le parcours de pas mal de personnes. Alors, à l'époque, j'étais médecin à l'école interarmée des sports et je m'occupais des sportifs de haut niveau du bataillon de Joinville. D'accord. Donc, là, je les faisais souffrir sur des tapis roulants et des bicyclettes, mais aussi je leur faisais de la préparation mentale. Soit c'était les entraîneurs qui me demandaient, soit c'était les athlètes eux-mêmes. Et puis, donc, j'étais formée à la sophro, à l'hypnose. Puis, j'avais beaucoup lu, bien qu'à l'époque, la préparation mentale, on en parlait peu. Et en fait, je me suis aperçue que pour répondre à la demande déjà des sportifs de haut niveau, j'ai dû modifier pas mal les techniques et sortir complètement et de l'hypnose et de la sophro. Donc, c'est pour ça. Et j'ai formalisé et modéliser un petit peu la pratique que j'avais auprès des sportifs de haut niveau. Et puis, je l'ai fait surtout quand les armées m'ont demandé de mettre au point une méthode pour gérer le stress et la fatigue opérationnelle. D'accord. Donc, c'est la fatigue opérationnelle au niveau des unités, de certaines unités, c'est ça? Oui, oui. Alors, l'armée de l'air était très intéressée, ça s'inscrivait dans les démarches dites facteurs humains en vue d'assurer la sécurité des vols. Mais toutes les armées étaient intéressées par la problématique du stress et de la fatigue. D'accord, bien sûr. Puis de Voilà. pouvoir avoir une récupération Voilà. peut-être plus rapide et plus physiologique. Exactement. Puis déjà intégrer la notion de récupération, ce Oui. qui n'est pas très culturel chez nous. Et je vois à l'heure actuelle dans les entreprises, quand on parle de récupération, Ouais.
Et ça marche. Ils sont un peu surpris, ça leur est complètement étranger. Et pourtant, c'est là que les sportifs de haut niveau eux, sont en avance, puisque eux, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'ils se sont aperçus que lorsqu'on faisait des contre-performances, ce n'était pas la peine de continuer à s'entraîner, il valait mieux récupérer. Oui, d'accord, très bien. Ok. Est-ce que vous avez eu des influences, des rencontres qui vous ont permis cette évolution et vous ont aidé à réaliser cette modélisation et cette mise au point de techniques? Bon, les rencontres, elles ont été diverses. C'est vraiment toutes les personnes à qui je faisais de la préparation mentale ou du soutien psychologique parce que j'avais non seulement les sportifs de haut niveau, mais aussi les cadres, les appelés. À l'époque, il y avait des appelés de l'EIS qui venaient me voir parce qu'ils n'étaient pas très bien. Bon. Finalement, c'est à force de pratiquer avec eux que j'ai vu que voilà, je prenais une certaine liberté par rapport à la sophro. Oui. Hypnose complètement, parce qu'à l'époque, ça c'était à la fin des années 80. Donc, à l'époque, il valait mieux pas en parler. Et par contre, il y a une personne qui m'a bien influencée, c'est Erickson, quand même, avec tout son savoir-faire de communicant. Oui. Donc, sans forcément passer par l'état hypnotique, mais c'est celui qui m'a le plus inspiré. Et puis pour modéliser, je l'ai fait toute seule. Hein. Dans mon bureau, je me posais, puis je retrouvais les séances que j'avais pu faire. Et puis, je me suis aperçue que progressivement, j'utilisais plus ou moins les mêmes manières de faire, les mêmes protocoles. Et puis, comme on me demandait de former, je les ai écrits. D'accord. Okay. Sachant qu'à l'origine, je n'avais pas du tout l'intention de développer une méthode. Hein. Développer cette méthode-là, d'accord. Est-ce que pour l'apprentissage de cette méthode, il est important que les personnes se connaissent et connaissent leurs alertes émotionnelles? Disons que la formation d'une vingtaine d'heures qu'on a développée apprend aux personnes à faire ça. D'accord. Du coup, elles l'apprennent à travers les différents outils que vous avez mis en place pour la formation. Oui, il y en a un qui rencontre beaucoup de succès et qui est très intéressant, c'est ce que j'ai appelé la météo top. C'est alors on peut se servir d'un modèle à partir du mot stress, ou pas d'ailleurs. Oui. Donc on a tous une zone où on est performant. Laborit, il parle d'activation de l'action. Oui. Et de temps en temps, on va en hyper-stress, comme dirait Sellier, ou en hypo-stress. En hyper, c'est quand on est agité, énervé, dans la zone, vraiment, on en a trop de pression. Et l'hypo, c'est l'hypovigilance, la démotivation, la fatigue, etc. D'accord. Et l'objectif, quand on veut agir, eh bien, c'est de se mettre dans cette zone. Mais déjà, encore faut-il connaître donc sa zone de stress dépassée ou inadaptée et la zone de bien-être. Et justement, en top, on travaille sur cette zone de performance, cette zone efficace, enfin, on l'appelle comme on veut. Non, on dit tout simplement la zone. Hein. Oui, en fait, il y a un travail bien particulier sur le travail pour que les personnes sachent quand ils sont en hyperstress ou en hypostress ou dans une zone de confort. D'accord. Et on se base sur et cette météo, c'est une météo physique, émotionnelle, cognitive. Disons qu'il y a vraiment les deux champs, le physique et le mental en somme. Parce que je peux être très fatiguée, épuisée, ne plus avoir de ressort physique et être très énervée dans ma tête. Et donc, après, on utilise, alors le premier outil, c'est des respirations qui permettent de s'ajuster dans la bonne zone. Ok, d'accord. Alors, après, déjà, on prend conscience de la zone qui est nécessaire, dans laquelle je dois être avant d'agir. Parce que si je fais cet exercice avant de m'endormir, l'objectif, ça va être d'être en hypovigilance. Mais si c'est avant de présenter
un gros projet avant de faire une grosse négociation, j'ai intérêt à être bien dans la zone et même au-dessus, c'est-à-dire disposer des ressources maximales. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, à travers ça, on apprend aux gens à prendre conscience de leurs émotions, de leurs sensations corporelles, éventuellement de leurs pensées, des attitudes qu'ils ont à différents moments. Donc, que ce soit quand ils sont très bien ou quand ils sont en dehors de la zone, que ce soit en hyper ou en hypo. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que les gens apprennent facilement ou bien il y a des aptitudes des personnes qui vont l'apprendre beaucoup plus rapidement que d'autres dans ce que vous avez pu Euh, constater dans le panel d'échantillons? Ouais, là, dans les formations que je fais, j'ai souvent des gens qui n'ont jamais pris le temps de, de formuler en eux, de prendre conscience des différents aspects de leur état de forme. D'accord. Donc, on se met à parler d'émotions, on se met à parler de sensations corporelles, et là, on leur demande de vraiment les retrouver, les ressentir. Mhm. Mais ça s'apprend assez vite. D'accord. Si les gens n'avaient pas l'habitude de le faire. Mhm. Et après, ils sont très contents de savoir le faire. Et Finalement, de retrouver en fait des alertes émotionnelles et des émotions et de pouvoir réagir en fonction. D'accord. voilà. Très bien. Euh, pour vous, comment ça s'est passé cette transition entre une carrière de médecin militaire et une carrière d'accompagnement, de coaching, de conférencière? Est-ce que vous avez rencontré des freins lors de cette transition, lors de ce développement, ou bien des freins extérieurs ou des freins intérieurs, ou comment vous l'avez vécu? La transition, elle s'est faite de manière naturelle. D'abord, j'arrivais en fin de carrière, donc D'accord. j'avais intérêt à envisager la reconversion. Mais en fait, ça, c'est une caractéristique des médecins en général, c'est qu'on est toujours sollicité pour faire des cours de ceci ou de cela. Et donc, je participais depuis 1992 à des DU, par exemple DU stress, DU trauma psy, où on me demandait de parler de sophro, d'hypnose et puis de la méthode. Donc, déjà, j'avais cette sensibilité De transmettre. d'intervenir auprès des entreprises. Oui, oui, et puis ça m'était arrivé. Alors évidemment, je ne le faisais pas très souvent parce que mon planning était chargé, mais c'est pareil, des interventions en entreprise, j'en fais aussi depuis 1998. Donc, j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, ça va faire 10 ans en 2010, mais j'avais déjà un pied dans la formation. Et puis, j'ai découvert la formation, l'enseignement à des adultes. Hein. Dès que j'étais en unité, puisqu'on fait régulièrement des conférences, des formations et sur divers sujets médicaux à l'époque. Mhm. Et puis, je me suis aperçue que j'aimais bien ça. Donc, Donc, ça a été quelque chose et, de naturel. Ça a été quelque chose, comment? ça a été quelque chose qui était complètement naturel dans la transition. Oui, oui. Alors au début, bon, j'étais pas très à l'aise hein, parce que on n'est pas formé pour ça. Mais après, je le faisais volontiers dans mes diverses unités. C'était toujours moi qui allais le faire. Et puis c'est pareil, c'était toujours moi qui m'occupais des militaires qui se sentaient pas très bien, on va dire. D'accord. OK. On a tous une sensibilité. Et tout ça, en fait, en lien quand même avec la médecine du sport. La médecine du sport, moi, je l'ai découverte, on en parlait à peine. Hein. Mhm. C'était encore dans mes études et j'ai toujours été dans ce versant-là. Et après, j'ai même exercé, même pendant l'armée, puis après, comme médecin du sport. D'accord. À la fois les bilans physiologiques, mais également les bilans psychologiques et tout ce qui est préparation mentale. Donc D'accord. en fait, bon, j'ai toujours fait, moi je dis souvent que j'ai toujours fait des petits boulots à côté de mon métier. Et c'est ça qui était riche. Et ça a été pour moi, effectivement,
effectivement l'occasion de rencontrer des gens voilà, qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait découvrir des choses. Il y en a un qui a joué quand même un grand rôle. À l'époque, c'était le médecin-chef de Polytechnique, c'est Jacques Quelet, qui nous a quittés il y a fort longtemps déjà, et qui m'a mis le pied à l'étrier de la sophro et de l'hypnose. Et puis après, on discutait beaucoup et il faisait aussi de la médecine du sport. Enfin, donc voilà, ça c'est une personne qui m'a marquée, ainsi que Jean Gaudin qui faisait donc l'hypnose dite ericksonienne. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai rencontré des gens, et même dans l'institution, hein, dans le service de santé des armées, j'ai rencontré notamment le professeur Guesnec qui a toujours suivi ce que je faisais, qui m'a toujours encouragée. Enfin, voilà. D'accord. Et puis, sans parler de, quand j'étais donc militaire, j'ai toujours eu le soutien des guerriers, entre guillemets. Hein, donc, des gens qui étaient sur le terrain, voilà, à qui vous apportiez un relatif confort dans le travail qu'ils avaient éventuellement à faire. Voilà, et puis j'apportais une réponse à cette problématique donc du stress, de la fatigue. Et puis, alors, en fait, pour mettre au point la méthode, j'ai un peu écouté tout ce qu'on me disait et il fallait que ce soit des techniques brèves et faciles à intégrer dans sa vie de tous les jours. Et ça c'est l'originalité, on peut dire, de la méthode, c'est qu'on propose des exercices très brefs, 3 respirations, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est efficace. Oui. Et l'objectif, c'est qu'ils aient des outils à disposition pour gérer alors, le stress, le niveau de vigilance, etc., quand ils en avaient besoin, en situation. C'est-à-dire que Donc, ça complète. quand ils étaient en situation, ils pouvaient se mettre en hypovigilance et puis, Voilà. et puis travailler pour se mettre en hypervigilance. Non, en situation, on ne se met pas en hypovigilance, on se met tout de suite Non, dans la bonne tout de zone. suite dans la situation, mais est-ce qu'il y avait une possibilité une fois que l'action était finie, de redescendre cette vigilance Oui, voilà. On facilite. D'ailleurs, il y a eu une étude hein, au sein des armées qui a montré que si on fait une séance de relaxation top, on favorise l'endormissement et surtout, on va rapidement dans le sommeil profond qui est le sommeil récupérateur. D'accord. Donc, par exemple, les militaires qui partent en opération, 4 à 6 mois, quand ils reviennent, ils ont 3 jours de SAS, de fin de mission, qui leur permet de faire la transition entre le temps de guerre et le temps de paix. Ils ont, dans ces 3 jours, ils ont 3 séances de relaxation, bien évidemment, pour qu'ils puissent récupérer. C'est une relaxation à la fois corporelle, psychologique, etc. Tout un protocole a été mis au point pour favoriser la récupération. Et autrement, il y a tout un travail en amont pour se préparer et mettre au point les protocoles qu'on va utiliser dans l'action. Ok, d'accord. Et donc, vous les formiez tous et vous aviez des formateurs qui étaient… vous avez formé des gens à former les unités ou vous étiez uniquement vous qui étiez sur le terrain à les former? J'aurais pas pu. Et justement, Oui, c'est parce qu'on me demandait de le faire que je dis mais moi, je peux pas tout faire. Du coup, vous avez formé des formateurs et des formateurs qui formaient des formateurs, c'est ça? Voilà. Alors, après, les termes varient selon l'institution. Dans l'armée, ça s'appelle moniteur, puis instructeur, puis expert. Dans le civil, c'est praticien, spécialiste, expert. Dans la police, c'est formateur, formateur de formateur, expert. Tout ça, ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de formateurs au sens large. Et l'objectif, par exemple, dans l'armée de l'air, c'était clairement posé. Hein. C'est avoir des moniteurs top dans toutes les unités. D'accord. Et il y avait même des moniteurs top au service des sports, par exemple chez les contrôleurs aériens, chez les pilotes. Enfin, donc, sur un même site, il pouvait y avoir trois moniteurs top.
qui travaillaient ensemble et qui faisaient chacun la préparation spécifique en somme. Ok. Est-ce que vous avez subi, quand vous avez mis en place ce type de choses, est-ce que vous avez subi des pressions sur le plan éthique, déontologique, de la part de confrères ou autres J'ai eu des remarques très désagréables. On n'est jamais prophète en son pays. Oui, hélas, je le crains. Mais quand même, ces remarques, elles m'ont fait avancer. Vous parliez d'éthique. On m'a reproché de ne pas être dans l'éthique médicale parce que, soi-disant, je formais des moniteurs de sport à la médecine. Bon. D'accord. Donc, c'était c'était malvenu, mais en même temps, je me suis dit, il faut vraiment que je cerne le champ de compétences. Oui. Mais est-ce que c'était pas… Je suis peut-être une des rares méthodes qui spécifie bien le champ d'intervention des gens. S'ils ne sont pas thérapeutes, ils font de la pédagogie. Parce que c'était un peu de la part des médecins, la sophrologie, l'hypnose n'était pas forcément, n'a pas mis du temps à être reconnue et à être acceptée et à venir. Donc, de parler de non-éthique et de parler de créer, de donner des techniques de médecins à d'autres personnes, c'était peut-être un peu limite à l'époque, non? Sauf que ça n'avait rien de médical. Oui. D'ailleurs, à côté de ça, on m'a dit que ce que je faisais, ce n'était pas de la médecine. Et là, j'étais complètement d'accord. Ça n'avait plus rien à voir avec la médecine. C'était… et on vous accusait quand même quand même de donner des cours de… Voilà. Bon, on m'a fait diverses remarques qu'à chaque fois, je me demandais toujours pourquoi est-ce qu'il dit ça. L'inconvénient, c'est que souvent, on ne me le disait pas en face, donc je ne pouvais pas répondre. Mais ça a suscité un petit peu de réflexion de ma part pour, effectivement, c'était intéressant d'avoir en tête de rester dans le champ de la psychopédagogie et pas faire des psychothérapeutes sauvages, quoi. Oui, d'accord. Ça, c'est un point essentiel dans les formations. D'accord, ok. Autrement, effectivement, à l'époque, hypnose, il ne fallait pas prononcer ce mot-là, et sophro, c'était très, très mal perçu. Oui, c'est toujours plus ou moins mal perçu. Est-ce que ces difficultés et ces différentes remarques qu'on a pu vous faire ont généré chez vous des émotions inconfortables ou du stress et du coup, vous avez mis en application les techniques que vous aviez développées pour les autres? Oui, ça, je les ai beaucoup utilisés. Puis, alors, même dans mon parcours de formation en hypnose et en sophro, j'ai fait justement avec le médecin-chef de Polytechnique 2 ans pour moi. Et puis, comme ça m'a plu, j'ai décidé de me former. Donc, je lui ai demandé où se former. Mais j'appliquais déjà les choses pour moi. Et puis, finalement, j'ai modélisé ce que je faisais aux autres, mais ce que je me faisais à moi aussi. Donc, j'ai beaucoup utilisé ça. Vous étiez votre propre témoin. Oui, oui. J'aime bien dire que je suis peut-être celle qui utilise le plus mes méthodes. Mais oui, bien sûr, je les ai utilisées pour moi. Ça aurait été ballot que je ne le fasse pas. Non, oui. Donc, quand on me faisait ces remarques, ça me touchait, mais bon, tout de suite, ça déclenchait. Pourquoi il me dit ça? Parce que j'avais pris l'habitude déjà, quand on me faisait des remarques, même au niveau médical ou dans la vie de tous les jours, d'essayer de comprendre pourquoi les gens percevaient les choses à leur manière. Donc, et déjà le fait de se dire, tiens, pourquoi il me dit ça? Du coup, ça apaise. Mais j'ai eu des conversations très vives avec certaines personnes qui me disaient que ce que je faisais, alors là, qui me l'avaient dit en face, au moins c'était facile, qui me disaient que ce que je faisais était dangereux, que je faisais n'importe quoi, etc.
Donc, je prenais le temps de leur expliquer, de rentrer dans leur champ. Par exemple, un psychiatre qui parlait de stress et qui disait « Vous n'avez pas le droit de former les moniteurs de sport à la gestion du stress ». Je lui disais oui, je comprends que pour vous, le stress, ce soit une réaction pathologique. Moi, ce n'est pas ça. C'est lié, réaction d'adaptation. Bon, à chaque fois, il faut étaler un peu sa culture. Mais... Oui. Et après, il est devenu un soutien, ce psychiatre-là. On a pris le temps de la conversation. Alors, d'extérieur, les gens ont cru que je me faisais disputer parce que c'était assez vif, parce que quand je suis passionnée, je parle un peu fort. Mais voilà, c'est donc de donner ces définitions, de dire ah bah vous avez raison de voir ça parce que mais c'est normal, hein. Un psychiatre, il a devant lui des malades, donc il a tendance à généraliser à sa population, c'est logique. Et puis il y a des terminologies qui sont propres à sa spécialité, avec des stress qui vont avoir plutôt des connotations négatives, alors que le stress peut avoir une connotation positive chez un sportif de haut niveau, parce que ça va lui donner plus sur le plan mental, plus d'énergie pour pouvoir arriver au top le moment venu, sans doute. À chaque fois, si on prend le mot stress, je me renseignais sur la définition que les gens donnaient à ce terme-là. D'ailleurs, au début, la méthode s'appelait technique de gestion du stress, parce que moi, on me demande de faire une formation à la gestion du stress. Je ne m'embête pas, hein, je l'appelais technique de gestion du stress. Et au bout de quelques temps, on m'a dit, non, il faut enlever le mot stress parce qu'on a trop de problèmes. Et puis, finalement, c'est vrai qu'on est plus dans l'optimisation des talents des gens, du potentiel, que dans la gestion en tout cas, on n'est pas du tout dans la gestion du stress pathologique. D'accord. Si des gens ça arrive hein, que des personnes viennent nous voir, nous demandent des séances top pour gérer de la détresse, en somme, on leur dit non, ce n'est pas la bonne méthode, mais il en existe tout plein d'autres qui sont très efficaces. Ouais. Et puis, donc, on les en... Ouais, c'est vrai que le stress a toujours une connotation plutôt négative que positive quand on en parle. Ouais. Okay. Sauf dans le monde du sport de haut niveau. Oui, sauf dans le sport de haut niveau, oui. J'ai fait une interview de sportifs de haut niveau, et notamment dans la voile. Et pour eux, le stress avait une connotation positive parce que ça les amenait dans un état modifié qui les mettait ils étaient optimales à ce moment-là, à l'instant T, et c'est le stress qu'ils avaient qui les amenait à cette optimisation des aptitudes. Voilà, c'est la bonne dose de stress. Voilà, c'est savoir la Ils n'ont pas utilisé de France, mais ils étaient transcendés quelque part. Voilà, sans doute. Notamment celui que j'ai interrogé et a été médaillé olympique, et il a dit j'ai jamais navigué comme ça, quoi. J'étais transcendé, et voilà, effectivement. Voilà. Mais on parle beaucoup de techniques dans l'approche justement de stress ou d'émotions à connotation inconfortable. Mais est-ce que vous pensez qu'une bonne hygiène de vie doit également est un facteur important et doit également accompagner cette optimisation des potentiels? Est-ce que vous, dans votre formation, vous abordez cette hygiène de vie, d'alimentation? Oui. J'appelle ça les... Je le fais en association avec le thème de la fatigue et de la récupération. J'appelle ça les 12 recommandations. Recommandations, c'est un terme de l'aéronautique. Les 12 recommandations pour rester en forme. Et dedans, j'aborde déjà dormir au bon moment, et puis les notions d'alimentation, d'activité physique. En tant que médecin du sport, ce serait dommage que je ne l'aborde pas. Le soleil, la lumière, tout ça, c'est abordé. D'accord. Okay. Oui, ça fait partie du programme. C'est un ensemble, donc l'hygiène de vie plus les techniques font partie du programme à part entière. D'accord. Oui. Oui. Et vous avez mis en place un rituel personnel
quotidien ou pas? Ah bah, oui, alors moi, c'est vraiment intégré dans les vies de tous les jours. Donc, finalement, c'est et avec l'entraînement, c'est ce que disent les personnes, c'est qu'on n'y fait plus attention, mais quand je me couche, je fais mes respirations. Si ça suffit pas, je fais mes relaxations. Mm. Tous les matins, je me redynamise sur le plan physique et sur le plan mental quand j'ai des gros sujets à traiter dans la journée, ce qui est le cas en ce moment. Eh bien, je me fais ce que j'ai appelé la préparation mentale de la réussite. Enfin bon, j'utilise et puis je suis au plus près les règles, les recommandations d'hygiène de vie Que vous recommandez? que je préconise. D'accord. Voilà. Mais que je fais déjà bien avant, hein, parce que même pendant mes études, j'ai vite compris qu'il fallait dormir et au bon moment, bien se nourrir, faire de l'activité physique. J'en faisais beaucoup. Mm. C'est important d'avoir Ouais. cette hygiène de vie. D'accord. Donc, Oui. c'est quelque chose Oui. que vous aviez déjà ancré en vous depuis très longtemps, en fait. D'accord. J'ai l'habitude de demander à mon dernier invité une question qu'il aimerait poser au prochain invité. Donc, mon dernier invité était François Délivret, qui est polytechnicien, qui était coach aussi, écrivain. Et la question qu'il avait à vous poser, c'est quel domaine d'application de votre expertise professionnelle et quelles sont les limites dans ce domaine-là? Est-ce Alors, les qu'il y a des limites, limites? oui, bien sûr. Les limites sont en fait déjà euh, rester dans le champ pédagogique et de l'accompagnement et absolument pas d'aller dans le champ thérapeutique. D'accord. Ça, c'est une limite. Les limites, c'est que c'est pas miracle, il n'y a pas de recette. Et Mhm. donc, en fait, la manière de faire, qui est donc largement inspirée d'Erickson, c'est de proposer des choses suffisamment ouvertes pour que les gens, à l'aide d'explications avant, hein, pour que les personnes concrétisent pour elles. C'est-à-dire que quand on fait une séance, quelle que soit la technique, eh bien, s'il y a 10 personnes, il y aura 10 manières de le faire. Oui, d'accord. OK. Donc, il y Chacun a, s'accapare un peu les techniques et voilà, se la personnalise pour pouvoir l'appliquer au mieux le moment venu. C'est ça? D'accord. C'est pas exactement. appliqué de Donc, manière systématique, ingurgiter en fait une technique et essayer de la restituer. C'est se non, l'approprier et s'adapter. D'accord. c'est-à-dire qu'il y a des protocoles, c'est plus Oui, facile hein, de se baser sur un protocole, mais à l'intérieur du protocole, le discours qu'on se tient, il est tout à fait personnel. Ça veut dire que, par exemple, sur une heure de séance, il y a peut-être 10 minutes de pratique, et il y a beaucoup d'explications, de briefing, et puis connaître la personne pour aider les gens, que ce soit en individuel ou en collectif, à vraiment utiliser, enfin mettre à leurs mains finalement ce qu'on leur propose et comprendre quand, comment les utiliser. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de pédagogie. d'accord. OK. Donc en fait, il y a dans un groupe, en fait, il va y avoir des explications et chacun va prendre ce qui lui parle et l'intégrer pour pouvoir se l'appliquer par la suite. D'accord. Voilà, exactement. Et on donne une boîte à outils standard, on va dire, et Oui. puis on précise bien que bon, il y a des techniques qui vont peut-être pas intéresser les gens, soit parce qu'ils ont déjà leur technique, par exemple relaxation. Quelqu'un qui a fait de la sophro et pour qui la sophronisation de base marche bien, c'est pas la peine qu'il en cherche une autre. Hein. Bon. Bien sûr. Et puis d'autres techniques qui vont pas du tout leur plaire. Et donc chacun prend les techniques qui lui conviennent et les techniques qu'il prend, il les façonne à sa manière. D'accord. OK. Voilà. Donc vous leur donnez la possibilité de façonner. Exactement. Et puis, autre chose importante, qui peut être une limite, une limitation, c'est que, eh bien, c'est pas parce
qu'on se forme à différentes techniques que ça va marcher. Non, il faut s'entraîner. Donc, c'est comme tout nouvel apprentissage. C'est ce que j'explique aux gens. Vous vous formez avec nous. Entre-temps, vous allez vous entraîner. C'est comme alors, je prends des métaphores qui vont avec les personnes. Par exemple, un sportif de haut niveau, je dis, avant de faire des compétitions, tu t'es entraîné. Tu as eu un coach sportif et tu t'es entraîné. Bon, le mental, c'est pareil. D'accord. Et ça, c'est difficile à faire passer. Les gens s'attendent à ce que le mental, pof, c'est magique. Une séance et ça marche. Ben non. En fait, ça nécessite un entraînement. Comme il s'entraîne sur le plan physique, sur le plan mental, ça nécessite également un entraînement quotidien pour que la technique puisse fonctionner le moment venu. Voilà. Alors, plus il s'entraîne, plus vite ça marchera. Mais après, je dis bien aux gens, bon, n'en faites pas un objet de stress, ce serait dommage. Donc, si vous vous entraînez 2-3 fois par semaine, c'est bien. Une fois par semaine, ben, ça prendra plus de temps, c'est tout. Vous avancez à votre rythme. Il ne faut pas qu'il y ait une obsession de l'entraînement. Voilà. D'accord. Dans cette période de confinement et de déconfinement, on est amené à observer en tant que soignant des interactions entre surcharge mentale, stress et fatigue. Est-ce que vous pensez que cela va permettre de développer de nouveaux concepts d'accompagnement des personnes qui ont été impactées, ou bien qu'on a déjà tous les éléments sont en place et qu'on a à les adapter et à leur permettre de se les approprier et de se les façonner? Non, il faut adapter ce qui existe. Alors, est-ce qu'il y aura de nouvelles pratiques? Bon, peut-être. Hein, de toute façon, on n'arrête pas d'inventer des choses qui sont basées toujours sur la même chose, sur les mêmes fondamentaux. Mais déjà, moi, j'ai dû adapter la méthode au distanciel. Hein. Oui. Oui. Alors, en distanciel, ce n'est pas aussi efficace qu'en présentiel, parce que notamment, je n'utilise pas la relaxation en distanciel, surtout chez des gens qui n'en ont jamais fait. Mais donc, du coup, j'ai trouvé d'autres protocoles en somme. On s'est adapté. Okay. Ben oui, c'est le côté positif de cette crise. Oui. Donc le côté, en fait, ce côté-là, distance, vous a obligé à adapter un peu la méthode pour pouvoir la réaliser de cette manière-là, que les personnes puissent la réaliser quand même. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été impacté par cette période-là, ou vous l'avez plutôt bien vécu? Bon, alors moi, je suis d'un tempérament optimiste. Je vois toujours le côté positif des événements négatifs. Ça, c'est de nature. Hein, je suis née comme ça. Mais là, c'était une véritable opportunité de créer. Et puis, moi, j'adore inventer des choses, mettre au point. Bon, voilà. Donc, ça a été vraiment une période très riche qui nous a obligés à réfléchir, à s'adapter à un nouveau contexte. Donc, il y aura vraiment un avant et après Covid, hein, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était une opportunité. Même si je préférerais du présentiel, bon, je fais des choses à distance. Voilà. J'ai quand même mes préférences pour le présentiel, ça je le dis. Mais bon, je n'ai pas arrêté pour autant. Il y a François Délivret qui me disait lors de l'interview qu'il faudra faire des stages de contact, parce qu'on a perdu l'habitude de ce contact, et qu'après cette période, les gens auront besoin de retrouver des contacts, et que ça sera intéressant de faire des stages où on se contacte, on se touche. Il faudra faire de la calinothérapie. Voilà, par exemple, peut-être. Ça sera une nouvelle adaptation. Oui, oui. Alors, je pense que, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être encore mon côté optimiste, mais je pense que les gens sont tellement en manque de toucher que ça va se faire. Ça sera naturel. Les gens ils vont se sauter dans les bras. Il y en a même qui le font déjà, malheureusement. Oui. Mais c'est vrai que
ce manque de contact physique est terrible. Terrible. Est-ce que vous avez un rêve pour aller plus loin? Un rêve pour aller plus loin, j'aimerais avoir plus de temps pour découvrir d'autres choses, me former. Voilà. J'aimerais bien vraiment avoir plus de temps. Plus de temps, à la fois… Des journées plus longues. Voilà, des journées plus longues, un temps de vie plus long. Alors, j'essaie de me maintenir en forme en me disant que… Ah oui, j'ai un ami qui est une référence pour moi. Il a une école de sophrologie, il a 94 ans, il enseigne toujours. D'accord. Donc, je vise ça un peu. Ah, ok. Mais le faire depuis un endroit agréable, celui qui est derrière moi, à Arcachon. Oui, c'est plutôt sympa. Ouais. Voilà. Mais oui, avoir du temps et puis voilà, continuer à rencontrer de belles personnes. Ah oui, ce Covid, un des effets positifs qu'il a eu, c'est que ça nous a permis, je peux dire qu'on est plusieurs, à faire des rencontres extraordinaires. Alors, notamment, moi, des gens qui se sont formés au top dans d'autres organismes et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais d'autres aussi, c'était… Donc, c'était très riche. Le fait de nous inciter à nous adapter, donc à faire preuve de créativité, et également des rencontres. D'accord. Très bien. C'est important. C'est important. Alors, en juin, nous, on s'est fait à plusieurs. On s'est dit, allez, on va se faire une réunion. On est allé à Dijon un week-end. On s'est retrouvés à plusieurs. Il fallait absolument qu'on se voit de visu parce qu'on s'était vu que à travers les visios. Mais on a respecté les consignes, par contre. Donc, on était éloignés, le masque, etc. Mais voilà, des belles rencontres. Mon prochain invité est Frédéric Six, qui a été sportif de haut niveau, notamment dans la danse, et qui a eu un accident qui l'a fait arrêter cette pratique. Et il est maintenant conférencier, coach, et il intervient en entreprise. Est-ce que vous auriez une question particulière à lui poser? Ces questions-là, en fait, fait un peu un fil rouge entre toutes les interviews que je fais. Est-ce que vous avez une simple question qui vous vient comme ça? Oui, la question, ça pourrait être comment il a fait le transfert de tout ce qu'il a vécu dans le monde sportif, dans le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il a… quel type de transfert il a fait? Un transfert strict ou est-ce qu'il a adapté? Voilà, c'est vraiment ce transfert de compétences, cette transversalité qui est intéressante à connaître. Je la note. Ok, très bien. Je lui poserai. Pardon? C'est une question, mais je suis sûre qu'il l'a fait, bien sûr. Oui, je suis persuadé qu'il a fait, mais c'est toujours intéressant de voir comment les personnes perçoivent les choses quand on les pose. Ça peut paraître évident, et quand on pose la question, ça fait repenser à ce qu'on a pu faire et par où on est passé. Oui, et puis moi, j'ai rencontré, excusez-moi, des sportifs de haut niveau qui ont, en entreprise, parlé que de leur cas. D'accord. Que de ce qu'ils ont fait eux. Et forcément, ça faisait des flops, quoi. Donc, voilà, voir un petit peu Il faut comment… savoir transférer et passer. Ah, j'entends plus rien. Ça y est, vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entendais plus rien, là, ça a coupé. D'accord. Oui, je disais qu'il fallait savoir faire le transfert et avoir une certaine transversalité entre ce qu'on a vécu et ce que l'on vit actuellement. D'accord. Voilà. On Mais avait… ce qui est intéressant, c'est les points clés ou les moments cruciaux qui l'ont aidé justement à s'adapter. D'accord.
Nous arrivons à la fin de cet entretien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de particulier auquel j'aurais oublié? Non. Si ce n'est que c'était très plaisant et que bon, j'aime bien expliquer un petit peu ce que je fais. Donc voilà, c'était vraiment un moment agréable. Je vous en remercie. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, qui était riche d'enseignements et qui, j'espère, apportera des lumières et une richesse aussi à tous ceux qui pourront écouter cette vidéo. Je vous en remercie grandement. C'était pour moi important. J'avais lu votre livre et puis de vous avoir là et de pouvoir en discuter, c'est important. Merci beaucoup. Je vous